Ok. Ils ont l'habitude de dire que nous les Blancs, on a l'heure, mais on n'a jamais le temps. Eux, ils n'ont pas l'heure, mais ils ont le temps. Donc du coup, si vous avez des commentaires, des questions, des échanges, nous sommes à votre disposition. Oui, je voulais savoir pourquoi il y avait des hommes qui étaient représentés là. En fait, votre question, c'est en fait quelle est la place des femmes à Tikopia? Donc en fait, dans leur société, les femmes ont un rôle très important qui est d'organiser essentiellement la vie sur l'île. Et quand on dit... Alors je vais traduire avec mes mots, parce qu'ils le traduisent avec les leurs, qui est d'organiser la vie sur l'île. Et ils ont une très très grande considération pour les femmes qui représentent normalement la paix sur l'île. Et à titre d'exemple, il cite aussi un exemple très parlant, c'est que le seul représentant politique au gouvernement des îles Salomon de Tikopia est une femme qu'ils ont tous élue, donc, et ils l'ont tous élue parce qu'ils pensent que les femmes sont plus à même de représenter les intérêts du collectif et de la collectivité et les intérêts d'une communauté, on va dire, plus que les hommes. Voilà. Moi, je rajouterais qu'il est toujours très compliqué de transposer des débats de société qui sont les nôtres avec les modèles qui sont les nôtres dans un modèle qui n'est pas similaire. C'est pas très facile de transposer des débats qui n'en sont pas forcément dans d'autres endroits. Et en fait, ce que j'ai... alors, je me suis bien évidemment, moi aussi, posé la question, puisque ce sont des questions qui nous agitent tous et qui, voire, cristallisent parfois les passions. J'ai l'impression qu'en fait, la problématique à Tikopia n'est pas tant l'égalité des hommes et des femmes ou la place des hommes et des femmes, mais la place de valeurs de féminité ou des valeurs masculines. Alors ça ne veut pas dire que les hommes sont les représentants des valeurs masculines ou les femmes, etc. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des tendances. Nous, dans notre société, par exemple, on a une société qui a été conçue par des hommes et essentiellement pour des hommes. Et dans cette quête de l'égalité, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de l'égalité, c'est-à-dire d'un monde où qui a été construit dans un monde de domination et de compétition, ou est-ce qu'on parle d'une égalité de valeurs de respect de la vie, du paisible, de coopération, qui sont pour moi des valeurs qui ont une connotation féminine, que j'épouse volontiers moi en tant qu'homme, mais j'ai l'impression que c'est ça qui cohabite à Tikopia. C'est en tout cas ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, la place des femmes, c'est la place du respect de la vie, pas forcément la vie de son enfant, mais la vie en général, de la vie qui nous entoure. C'est à elle de l'organiser, de la respecter et de coopérer avec elle. Et les hommes ont leurs valeurs. Alors c'est aussi une société traditionnelle patriarcale, il faut le dire aussi. Donc traditionnellement, ce sont les hommes qui dirigent. À une exception près, dans la tribu de Kafika, les femmes ont déjà été chefs et c'est possible. Dans les 3 autres tribus, non. Voilà. Et de transmettre cet héritage-là intact comme un devoir. Donc c'est la personne la plus représentative sur l'île des enjeux qui sont les siens et qui ont été ceux de ses ancêtres. Donc je trouvais que c'était intéressant à ce niveau-là. Et donc pour anecdote aussi, parce que nous on sait ce qu'on a fait de nos rois, de notre roi en tout cas le dernier. Pourquoi est-ce que Tinamo est roi et pourquoi est-ce qu'on dit roi en fait les Polynésiens, culturellement, pas que à Tikopia a gardé sa culture, mais les Polynésiens, traditionnellement, ils sont très très pragmatiques. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que la tribu des Kafika sont les premiers à être arrivés sur cette île il y a à peu près 3000 ans. C'est daté, j'étais pas là pour le voir, mais il y a eu des recherches, des fouilles archéologiques. Ceux qui connaissent un peu l'histoire polynésienne, il y a ce qu'on appelle l'ère Lapita, qui correspond à des poteries. Et donc on date l'occupation de cette île il y a 3000 ans environ. Et vraisemblablement, ce sont les Kafika, la tribu des Kafika, qui est arrivée sur cette île la première. Dans l'esprit polynésien, quand on arrive quelque part, quand on arrive sur une île, la première mission, la première chose à faire, c'est de se faire accepter par l'endroit et d'en faire un partenaire.
Et donc quand on assume bien cette mission, du coup l'île est d'accord, en gros, ou le milieu de vie est d'accord, et on entretient une relation spirituelle avec ce milieu de vie, et on endosse, donc le chef de la tribu, de cette tribu, endosse la responsabilité d'entretenir cette relation intacte pour les générations futures. Et donc lorsque les autres tribus arrivent, vu que le travail a déjà été fait de relations, etc., pourquoi en changer tant qu'on s'en occupe bien? Et donc c'est ce qui se passe depuis 3000 ans, c'est-à-dire que la charge qui est due, le devoir qui est dû par la tribu des Kafika et son représentant est bien mené, donc il n'y a aucune raison d'en changer, et ce leadership, d'une certaine manière, n'est pas remis en question. Il peut l'être si un jour il faillit à son devoir. C'est-à-dire que si un jour on estime qu'il est plus capable, et c'est le cas où on a d'autres exemples, si on estime qu'il est plus capable d'assumer cette charge, de transmettre l'héritage qu'il a reçu intact, ce leadership peut être remis en question. Mais ce n'est vraisemblablement pas le cas depuis 3000 ans. Bonsoir. Voilà, la question que je souhaiterais poser, c'est aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir prendre des pirogues pour rencontrer de nouvelles îles vierges. Face à votre surpopulation, quelles sont les mesures que vous pourriez avoir déjà prises ou être en mesure de prendre à l'avenir? Merci. Donc pour clarifier, il ne souffre pas encore vraiment de surpopulation, mais c'est un problème qui devient prégnant. Pour l'instant, ils ont des solutions, à savoir qu'il y a des îles voisines avec des villages où vivent des Tikopiens sous la loi de Tikopia, c'est-à-dire sous Fakatikopia. Vous voyez ce que ça veut dire, Fakatikopia. Mais c'est quand même un problème qui grandit, enfin, c'est quand même quelque chose qui devient de plus en plus important, et ils ont une solution en fait. Ils réclament la légitimité en fait sur une île voisine qui est l'île de Vanikoro. Donc ça c'est une de leurs voies et une de leurs solutions. Et la deuxième solution, vous avez vu aussi dans le film, il parle beaucoup d'éducation et d'éduquer les enfants. Beaucoup de choses, selon eux, passent, que ce soit leur culture, leur tradition et les enjeux du futur, par l'éducation des enfants. Ils considèrent leur cerveau comme un jardin, vous l'avez vu, et ils essayent de le cultiver dans ce sens. Donc ça, c'était à peu près la traduction. Après, je vais aussi expliquer aussi un peu le contexte. Depuis qu'il y a eu des visites sur cette île, on va dire occidentale, on estime que la population de l'île est entre 1200 et 1800 personnes en fonction, depuis le XVIIe siècle, on va dire, jusqu'au début du XXe siècle. Donc une population relativement stable et relativement... 1800 étant la limite définie par un anthropologue qui a vécu une vingtaine d'années sur cette île au XXe siècle, étant la limite de soutenabilité pour l'île. Aujourd'hui, ils sont 2000, mais il y a une raison à ça. C'est depuis qu'ils sont christianisés, en fait. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait une gestion de la population avec des règles assez strictes qui étaient les leurs. Seuls les aînés avaient le droit de se marier et avoir des enfants. Et ça ne veut pas dire que les plus jeunes n'avaient pas le droit de s'amuser, mais ils avaient des modes de contraception naturels, ou parfois, s'il y avait une naissance accidentelle, ça nous paraît barbare à nous, mais l'enfant ne survivait probablement pas. Il y avait également, comme chez les Inuits, parfois des anciens qui partaient en pirogue et qui ne revenaient pas. Et tout ça créait une forme d'équilibre qui permettait à leur île partenaire d'assurer la ressource pour vivre. Sauf que ces pratiques-là, lorsqu'ils se sont christianisés, c'est plus le même message qui est donné, et donc toutes ces pratiques ont disparu. Et donc ce problème de surpopulation, en tout cas cette surpopulation-là, ce problème qui apparaît, naît depuis cette christianisation. Donc en fait, et
d'un autre côté, la christianisation leur a apporté la paix et a pacifié les relations entre les tribus. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, ils se sont christianisés, c'est que le message chrétien, anglican, pour être exact, leur a permis de pacifier les relations entre les tribus et les chefs de tribus, puisqu'il y avait parfois des antagonismes, notamment sur les terres ou les jardins, puisqu'ils n'en sont pas propriétaires, ils ont des droits d'usage, mais parfois il pouvait y avoir quelques disputes qui pouvaient finir par des conflits relativement violents. Et voilà, donc, le fait de se christianiser, ça a apporté et pacifié l'ensemble de l'île. Donc en fait, c'est toujours, il y a toujours un effet bénéfique et un effet collatéral. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ils sont jamais résignés, ils sont toujours dans cette action-réaction très rapide de se rendre compte qu'il y a des problèmes. Et comment réagir ou comment réajuster le tir. Alors ensuite, il y a cette île de Vanikoro. Alors c'est un sujet délicat, puisque nous, ça nous paraît très loin, mais c'est quand même une île qui cristallise sur place les passions, qui cristallise aussi les revendications, et des revendications qui se basent sur des traditions orales et des histoires qui se sont, vous avez vu, qui se sont agrégées donc pour tirer le grain de livret, savoir les bonnes versions, etc. Loin de moi l'idée de prendre parti, mais néanmoins, cette île, qui pour l'anecdote fait partie de la grande histoire de France, c'est cette île où se sont abîmés les navires de la Pérouse, et donc ces navires dont on n'a pas eu de nouvelles depuis 40 ans. Et ça, ce dont on est sûr en revanche, c'est que les seuls témoins et ceux qui ont permis de retrouver les épaves du naufrage, ce sont les Tikopiens. Donc cette île est habitée et a toujours été vraisemblablement habitée et cohabitée par des Mélanésiens et des Polynésiens. Les Tikopiens sont les Polynésiens. Et donc ils ont toujours estimé que elle a été d'une certaine manière, elle était sous Fakatikopia, c'est-à-dire sous la loi des chefs de Tikopia, et les Mélanésiens se soumettaient à ces lois jusqu'au début du XXe siècle. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, cette île est exploitée par les compagnies forestières qui la détruisent, qui polluent les rivières avec leur activité forestière, qui coupent la forêt, enfin bref, qui détruisent l'île en gros, et qui condamnent à terme la qualité de la relation que les Tikopiens pourraient entretenir avec leur milieu de vie, ce qui est pour eux très important. Donc ce qu'ils revendiquent, ce n'est pas la propriété de Vanikoro, mais ce qu'ils revendiquent, c'est que l'île de Vanikoro puisse continuer à être gérée sous Fakatikopia, c'est-à-dire que ce soit une terre. C'est une île qui est 12 ou 15 fois plus grande que Tikopia, et c'est une de leurs solutions, en tout cas la solution qu'ils ont pour gérer ce problème d'accueillir leur population. Et ça rejoint la question d'avant, quand on parlait de la relation qu'une tribu a quand on leur confie une mission d'entretenir leur milieu de vie. C'est ce qu'ont fait les Tikopiens à un moment donné, en fait, avec Vanikoro. C'est-à-dire qu'ils ont, en gros, confié à une tribu ou à une famille le fait de prendre soin de cette île. Une famille mélanésienne avec qui ils ont cohabité, enfin, une tribu mélanésienne avec qui ils ont cohabité pendant plusieurs siècles. Et en fait, cette tribu a failli. C'est-à-dire qu'en gros, elle s'est compromise avec la compagnie forestière. Aujourd'hui, les Mélanésiens sont les salariés de cette compagnie forestière. Ils gagnent de l'argent avec cette exploitation. Et donc, c'est quelque chose c'est une revendication qui n'est pas simple sur place. Mais dans leur esprit, c'est pas tant de dire cette île est à nous, mais c'est cette île est maltraitée, abîmée. On l'a confiée à quelqu'un qui s'en occupe mal. On veut la reprendre pour pouvoir accueillir notre population. Et Michael, qui est là, fait des études d'avocat spécialement pour pouvoir travailler à la revendication de cette île. Ça, c'est aussi une autre caractéristique à Tikopia qui est assez drôle, c'est que les jeunes gens, quand ils veulent faire des études, c'est toujours connecté à quelque chose d'utile pour leur île. C'est soit je vais être météorologue pour pouvoir prévoir les cyclones, parce qu'on en a de plus en plus souvent, soit je vais être pilote de bateau pour qu'il y ait des ravitailleurs qui viennent un petit peu plus souvent, soit je veux savoir réparer les bateaux pour que justement on puisse continuer à avoir des liaisons. Enfin, c'est toujours connecté à quelque chose. Je vais être docteur pour soigner les gens de l'île. Enfin, voilà. Ia lai te pute whuri.
Matofenua. Quelqu'un ne veut Matofenua, sur ce n'en est que Donc il ne partage pas cette idée de ce tableau noir. D'une certaine manière, certes, ils font face à des challenges et à des enjeux qui sont nouveaux, mais ils essayent d'y apporter des réponses et ils en ont conscience. Et ce sont bien des challenges, c'est comme ça qu'ils le vivent. Et du coup, ils commencent effectivement par les subir et ensuite en trouver les réponses. Si j'oublie des idées, vous me le rappelez, parce que c'était une longue réponse. Et ce que j'ai aussi compris de ce qu'il a dit, c'est que si eux avaient un tableau noir, que devrions-nous dire, nous, en France et ailleurs dans le monde, et qu'en fait, c'est pas une question ni un discours dans leur mode de vie d'indépendance, mais plutôt d'interdépendance. Voilà. Et une fois qu'il a dit ça, je crois qu'en fait, il dit tout. C'est-à-dire qu'en fait, leur modèle, leur récit fondateur à eux, c'est que leur milieu de vie est un partenaire. Et toutes les sociétés traditionnelles de par le monde, parce qu'ils ne sont pas les seuls à avoir cette relation avec leur milieu de vie, toutes les sociétés traditionnelles qui ont cette relation avec leur milieu de vie aujourd'hui sont les premières abîmées par leur mode de vie. Parce que par cette relation-là, ils tirent l'essentiel de leur mode de vie, de se loger, etc. Ils tirent l'essentiel de leur milieu de vie, qu'ils respectent et qu'ils ont tous pour mission de transmettre intact aux générations futures. Et ce sont nos modes de vie. C'est-à-dire que ce que Tikopia subit aujourd'hui, il y a une histoire, et c'est la même histoire. C'est-à-dire qu'en 2002, on pourrait dire qu'il y a eu un avant et un après 2002. En 2002, il y a un cyclone, qui s'appelle le cyclone Zoé, qui à cette époque est le plus gros cyclone mesuré sur la zone Pacifique, et où Tikopia est en plein dedans, en fait. Et pour la première fois de leur vie, dans leur histoire, en tout cas dans les souvenirs qu'ils en ont, l'île est entièrement détruite. Quand je dis entièrement, ce sont les arbres, les jardins, les maisons, une vague d'une vingtaine de mètres qui rentre dans le lac d'eau centrale et qui rend le lac saumâtre, qui l'est toujours d'ailleurs, donc 2002, 2018, 16 ans après, il l'est toujours. Et du coup, il reste à cette époque-là, donc à cette époque-là, il n'y a pas d'antenne téléphonique, hein. Il reste plusieurs jours avant qu'on s'inquiète de leur sort. C'est par hasard qu'un pilote néo-zélandais d'hélicoptère survole la zone et se rend compte qu'il y a là une île entièrement détruite avec presque 2000 personnes qui vivent là et qui n'ont plus de ressources et qui n'ont plus d'eau potable. Et donc à partir de 2002, il y a une espèce de coup de projecteur international sur cette île. Je dis international parce qu'il y a eu une aide internationale et une mobilisation. Il y a une de Libération en 2002 qui parle de l'île perdue dans le Pacifique. D'une manière schématique, le monde sait que Tikopia existe et Tikopia découvre que le monde extérieur existe. Et donc il y a de l'eau qui arrive en masse, en plastique, en bouteilles en plastique, du riz dans des sacs emballés, etc. Des vêtements, enfin il y a tout un tas de soutien international qui arrive. Et puis le gouvernement des îles Salomon, malgré le fait que l'île de Tikopia bénéficie d'un statut spécial, leur impose une antenne téléphonique pour plus que ça leur arrive, pour qu'on puisse les prévenir ou qu'ils puissent prévenir s'il arrive quelque chose. Donc le téléphone débarque. Et puis du coup, à cette époque-là, tous les pipelines qui permettaient de récolter les eaux de source ou les eaux potables, les eaux de pluie du volcan ont été cassés, n'ont jamais été réparés. Il n'y a pas d'argent sur l'île dans leur modèle économique, donc ça n'intéresse personne de reconstruire tout ça. Le lac, qui était un lac d'eau douce, c'est un lac d'eau saumâtre, donc l'eau n'est pas potable, et pas de bol en plus, de plus en plus en zone tropicale, alors que c'est extrêmement rare, il y a des périodes de sécheresse de plus en plus dramatiques qui peuvent durer 3, 4 ou 5 mois. Donc la pénurie d'eau potable débarque. Alors, sur un milieu de vie, quand il n'y a pas d'eau potable, Teva et Théora, ils disent l'eau c'est la vie. C'est le début. Et puis d'habitude, ils ont un cyclone tous les 30 ans, tous les 40 ans qui détruit l'île. Et l'arbre à pain, qui est une de leurs sources alimentaires les plus importantes, ça met 40 ans à produire des fruits. Donc un cyclone tous les 30-40 ans, quelques arbres qui tombent, ça va, ils arrivent à gérer. Mais là maintenant c'est un cyclone tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans.
Donc du coup, les arbres à pain ou même les arbres comestibles n'arrivent plus à se régénérer. Donc de plus en plus, ils ont besoin d'alimentation de l'extérieur. Sauf qu'à un moment donné, le soutien international et l'aide internationale, ça va bien. Donc il faut les acheter. Donc pour les acheter, il faut de l'argent. Sauf qu'ils ont aussi une conscience très grande que dans leur mode de vie, si l'argent débarque dans le circuit économique interne de l'île, c'est foutu. Les inégalités débarquent. Pour l'instant, dans leur mode de vie, il est impossible que quelqu'un fasse abondance si quelqu'un manque à côté. C'est leur conception. Et ils savent que l'argent va remettre ça en question. Par contre, ils en ont besoin pour acheter des biens extérieurs. Donc du coup, cette séquence qu'on voit qui nous choque tous du bateau touristique, pour eux, c'est pas mal, c'est l'argent qui vient à eux et qui leur permet d'acheter les ressources extérieures. Mais avec le corollaire du risque que de plus en plus de gens font de l'artisanat d'art et risquent de mettre en danger. Mais ils en ont aussi conscience. Donc, d'une certaine manière, c'est pas une image noire, c'est des challenges auxquels ils sont confrontés, mais je n'ai pas l'impression, moi, d'avoir vécu chez eux de résignation, mais au contraire, des actions-réactions en permanence, des erreurs aussi. Et puis, une problématique de déchets, mais une problématique de déchets, quand ils reçoivent ces soutiens internationaux emballés dans du plastique ou ailleurs, ça fait 3000 ans qu'ils gèrent des déchets organiques. Ils ne se sont jamais posé de questions, les déchets organiques, on les jette. Et puis voilà, sauf qu'au bout d'un moment, ils s'aperçoivent qu'effectivement, les piles, ça disparaît pas, ça altère la qualité des sols, les plastiques, ça disparaît pas non plus, et donc il faut trouver des solutions. Une des solutions envisagées, d'ailleurs, est de confier ces déchets aux paquebots touristiques qui les visitent. Parce que normalement, ils n'ont pas le droit de les rejeter dans l'océan. Donc voilà, c'est une espèce d'équilibre comme ça, permanent, fragile, certes, mais en tout cas de leur point de vue, et puis du mien, il ne me semble pas très très noir. Au contraire, dans une recherche. Et puis, je rajouterai une dernière chose, si je peux me permettre. Il faut aussi se méfier de cette tendance de se dire que nous, quand on a des nouvelles technologies, on est constamment dans le progrès. Et quand les sociétés traditionnelles adoptent nos trouvailles, eh bien, ce serait de l'acculturation. Il faut aussi pouvoir leur faire confiance. Et cette technologie, ils en ont besoin, la plupart du temps, pour répondre à des effets qui proviennent du monde moderne. La réponse se trouve souvent dans cette technologie du monde moderne. Et tant qu'elle reste au service d'un mode de vie qui est le leur, je veux dire, tout va bien, il faut leur faire confiance. Bonsoir. Votre réponse par rapport à l'introduction de la technologie, l'avant, après 2002 répond un peu à ma question. Mais je voulais vous poser la question si vous sentiez qu'il y avait une rupture intergénérationnelle, parce qu'on comprend beaucoup la problématique et le questionnement vis-à-vis de la technologie et des conséquences néfastes que ça peut avoir sur la culture et sur l'histoire des traditions. Est-ce que c'est un sentiment qui est partagé par l'ensemble de la population, ou est-ce qu'il y a une rupture entre les jeunes qui auraient plus envie peut-être de se laisser aller vers ce monde-là un peu plus occidental, et les anciennes générations qui voudraient plus s'accrocher à leur tradition et qui auraient du mal justement à discuter? Donc oui, il y a les influences extérieures, c'est sûr, c'est indéniable. Que les jeunes générations soient plus impactées que les autres, c'est également indéniable. Mais curieusement, ça nous renforce dans notre identité et dans le mode de vie qu'on souhaite faire perdurer sur notre île. Parce qu'on s'aperçoit en parallèle des effets du prix à payer pour ce mode de vie. Je crois qu'il a observé que pouvoir justement observer le mode de vie occidental permettait de s'assurer de la pertinence de leur mode de vie. Je ne sais pas ce qu'apporte cet arbre installé sur mon sommet. Ito wow. Matawifi akin na rin. Kahit tiat may si Amadou. En 2014, la deuxième fois que je suis allé sur cette île, l'antenne téléphonique était installée, et non pas et en 2012, non. En 2014, quand on est arrivé, l'île avait changé en 2 ans, et la plupart
plupart des jeunes de l'île voulaient quitter l'île. Ils découvraient avec le téléphone le monde des Blancs qui débarquait d'une force terrible. Et l'image qu'ils en avaient était l'image d'un monde facile, d'un monde où on pouvait consommer, presque d'un monde où on pouvait, avec l'argent, on pouvait tout avoir. Et c'était, je me souviens, les 2 collègues avec qui j'étais, on était atterrés de voir à quelle vitesse en 2 ans ça s'était propagé sur l'île. Et en même temps, le téléphone qui devenait une nuisance terrifiante. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir dans une même hutte 5 personnes qui écoutaient 5 musiques différentes. Ils s'amusaient à s'appeler d'une hutte à l'autre. On circulait dans la jungle, c'était une musique permanente. On savait à 50 mètres à la ronde qu'il y avait 15 ou 20 personnes dans la jungle qui écoutaient chacun sa musique. Enfin, il y avait des pratiques comme ça, et puis surtout, il y avait des images aussi, ils consommaient de l'image, parce que les téléphones arrivaient, donc des images diverses et variées. Bon, là, on en voit un cadre, mais tout d'un coup, le monde a débarqué avec une vitesse, et tout son imaginaire avec. Et quand on est arrivé en 2016, la dernière fois, eh bien, il n'y avait plus aucun jeune qui voulait quitter son île. Et on s'est dit, waouh, en 2 ans, ça a à nouveau changé, qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, le message principal qui était passé en 2 ans, c'était que finalement, le monde des Blancs était un monde très très agressif. Donc c'est des gens évidemment qui sont partis et revenus, des jeunes entre autres, que c'était un monde très agressif, et que c'était un monde qui était asservi, en fait, qu'il fallait être asservi au travail pour gagner de l'argent et pour, par exemple, boire de l'eau, tout simplement. Plein d'images comme ça, relativement simples, mais qui en fait veulent dire beaucoup. Pour vous donner un exemple, quand Michael est venu la première fois en France, on a monté une petite opération pour pouvoir fournir des osmoseurs d'eau potable sur l'île, et il était invité à une réunion avec des élus. Et à un moment donné, on lui demande ça fait 2 semaines qu'il est en France, on lui demande comment vous trouvez la France, qu'est-ce que vous découvrez, etc. Et sa réponse a été, qui dénote aussi bien ce que les jeunes ont perçu, en tout cas avec leurs yeux, sa réponse a été, mais depuis que Corto est venu me chercher à l'aéroport, je l'ai vu payer pour la route, je l'ai vu payer pour aller boire de l'eau, on a dû payer pour aller faire pipi, en fait tout est payant chez vous, mais par contre je vois beaucoup de machines qui font tout votre travail, et comme vous devez travailler pour gagner de l'argent, je ne sais pas comment vous allez faire un jour pour continuer à aller faire pipi en gros, quoi. Alors évidemment il a fait rire toute l'assistance, ça marche toujours, mais en gros c'était un petit peu ça la question. Voilà. Et c'est le message qui est passé en 2 ans. Donc ce que je disais tout à l'heure, pour revenir sur la question, le tableau est noir, moi ce que j'ai trouvé stupéfiant, alors c'est cette capacité sur plein de domaines d'action-réaction très vite. Il n'y a aucune résignation. Par contre, c'est pas simple, ça c'est clair. Il y a des décisions terribles. Il y a par exemple un truc sur l'île qui s'est passé quand j'y étais que j'ai pas pu filmer parce que je savais pas comment la filmer, puis même j'étais pas allé, j'ai pas été là assez longtemps pour pouvoir suivre le fil. Il y a un gamin qui voulait être docteur, il voulait être le médecin de l'île en fait. Il n'y a rien de plus louable que ça. Et pour pouvoir lui permettre de faire ça, son père avait un projet génial, c'était de créer la première épicerie sur l'île. Comme il y avait un bateau ravitailleur qui maintenant vient 2-3 fois régulièrement par an, l'idée c'était d'acheter des biens à Honiara et d'avoir, plutôt que d'attendre que le bateau ravitailleur arrive aléatoirement 1 fois, 2 fois par an ou sans savoir vraiment quand, c'était d'avoir une épicerie avec des choses à vendre sur l'île, donc du riz, de l'eau, enfin voilà, plein de... et d'en faire commerce pour pouvoir payer les études de son fils. Et évidemment, personne n'a rien à dire à ça, quoi. C'est un super beau projet, sauf qu'il n'a pas été accepté. Il n'a pas été accepté. Pourquoi ? Parce qu'il est hors de question que l'argent intègre le circuit économique de l'île. Ils savent que si, dans leur modèle, c'est fini le partenariat avec leur milieu de vie, si l'argent tel qu'on le conçoit aujourd'hui intègre cette économie du don et du contre-don tel qu'ils l'aperçoivent, c'est terminé. Et ça ne souffre pas de l'exception. Et donc, quand je dis ça donne des décisions terribles, je pense qu'aujourd'hui, nous,
nous sommes dans des situations similaires, c'est-à-dire que par rapport aux enjeux qui sont les nôtres, nos représentants ont des décisions terribles à prendre. Et quels outils allons-nous nous donner, nous, pour se donner les moyens, ou pour donner les moyens à nos représentants de prendre ces décisions terribles? C'est pas facile. Et je trouve qu'eux ont un système qui fonctionne, qui a ses défauts. En tout cas, nous n'avons pas les bons outils pour répondre à des échéances de temps longs, pour répondre aux enjeux qui sont les nôtres sur les temps longs, avec les outils qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, d'une certaine manière, je trouve que c'est relativement exemplaire comme fonctionnement, mais ça donne des décisions terribles. Can I just make one final point on this important point, please? Because I may have. Alors oui, ça c'est aussi quelque chose qui est assez nouveau. Donc, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, ils sont pas hostiles aux influences extérieures, bien au contraire. Sauf qu'effectivement, il y a eu un moment donné de flottement où, par méconnaissance, parfois ils ont fait des mauvais choix, ou ils ont subi des influences néfastes ou des effets collatéraux qui n'étaient pas prévus. Et donc aujourd'hui, ils ont... alors ça, j'étais là quand... ça correspond quand le chef dit maintenant on va avoir de nouvelles règles, etc. C'est-à-dire que lorsque les influences extérieures se proposent ou arrivent, il s'impose une période probatoire, en quelque sorte, pour essayer d'en mesurer les conséquences sur un temps assez court. Et si ces influences-là remettent en question, en quoi que ce soit, la qualité de la relation qu'ils entretiennent avec leur milieu de vie, ils ne l'adoptent pas. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très fort, et ça fait partie des outils dont ils se donnent pour pouvoir répondre justement le plus efficacement possible aux enjeux qui sont les leurs aujourd'hui. On a vu dans le film qu'il y avait des tentations de retour en arrière par la loi, en faisant respecter des lois ancestrales ou en édictant des nouvelles. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de cet ordre depuis le tournage du film jusqu'à aujourd'hui? Et je comprends, j'ai une deuxième question derrière qui est sur l'ouverture aux autres pays. Je voudrais savoir quel est leur rapport avec leurs voisins les plus proches, qui sont le Vanuatu, la Calédonie et les autres îles Pacifiques. Les lois n'ont pas changé en fait. Ce sont toujours les mêmes, elles sont toujours cours. Ce sont les circonstances, ou en tout cas les crimes ou les actes qui ont changé, comme l'alcoolisme par exemple, qui débarque, quelque chose de relativement nouveau. Mais leur structure sociale et leur structure, on va dire, de justice ou de décision est toujours restée la même, donc avec ces notables qu'on appelle les marous, qui sont les représentants du peuple et qui conseillent les chefs ou qui discutent des lois ou qui proposent des changements aux chefs. Et ce bannissement dont on parlait au début existe toujours, c'est juste que la forme a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est banni ne part plus avec sa pirogue, il part avec le bateau ravitailleur. Et un détail qu'il n'a pas spécifié, c'est qu'auparavant, quand on était banni, on partait avec sa pirogue et on ne revenait pas, on n'avait pas le droit de revenir. Mais en gros, de toute façon, vu qu'on n'allait nulle part non plus, il y avait peu de chances qu'on revienne. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont... on peut être banni pour quelques années et on a le droit de revenir. Il y a quelqu'un qui l'a été pendant la période où j'étais. Pas quand j'y étais, mais pendant la période où j'étais. Et ça correspondait à la période où justement ils ont décidé... Alors ce qui s'est passé, ce qu'on voit dans le film, peut permettre de croire que les anciennes pratiques n'ont plus cours, enfin leur loi en tout cas n'a plus cours, et qu'ils la repratiquent maintenant, c'est plutôt une perte de repères. C'est-à-dire c'est cette influence extérieure qui arrive, massive, cette facilité et cette espèce on va dire de compromission de l'esprit, c'est-à-dire que tous, tout d'un coup, ils se compromettent, y compris les marous, on voit qu'ils distillent de l'alcool, qu'à un moment donné, il y a une espèce de perte de repères. Et encore une fois, on est dans l'action-réaction, c'est-à-dire que relativement vite, ils se rendent compte que ah ouais, ça marche plus, parce que si nous, qui sommes censés montrer l'exemple, nous aussi on se laisse corrompre par les influences extérieures et qu'en plus on en profite, on n'est plus à la hauteur de la mission qui nous est confiée.
les chefs s'en rendent compte, on voit aussi les jeunes gens sur l'île s'en rendent compte, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de prise de conscience comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et du coup, on se souvient que finalement, il y a des lois. La loi contre l'alcool, elle existe déjà. La menace du bannissement, elle existe toujours. Alors le bannissement, c'est dans les sociétés qui vivent d'une manière communautaire et avec un esprit communautaire, c'est le pire qui puisse arriver. Un gitan n'existe que parce qu'il est gitan au sein de sa communauté. Le jour où il part tout seul, il n'est plus gitan. Enfin, en fait, c'est l'histoire de récit et d'histoire, c'est-à-dire que dans un mode de vie, dans une culture, on a des histoires fondatrices, et à partir du moment où on est exclu de cette histoire, on n'a plus de socle, on n'existe plus. Donc, pour Atticopia, leur histoire à eux, ce qui fonde leur histoire, leur récit, et la communauté qu'ils représentent et la civilisation qu'ils représentent, la pire punition qui puisse exister, c'est d'en être exclu, en fait, sur cette île isolée. Donc c'est la pire sanction qui existe. Qui est quelle relation ils ont avec l'extérieur, avec les îles de Vanuatu et les autres îles du Salomon. Je vais répondre très vite en fait. C'est une des raisons pour laquelle je pense que ce modèle de civilisation a survécu si longtemps. C'est un, son isolement quand même relativement géographique, et deux, c'est aussi son isolement culturel. C'est-à-dire que toutes les îles que tu cites autour sont des îles mélanésiennes, à majorité mélanésienne, y compris la Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, les îles Salomon, etc. Et les premières îles polynésiennes, on les trouve à 6 ou 7 000 km, c'est les îles Fidji et les îles Tonga. Donc c'est une île qui est avec un mode de vie qui est à la fois isolé géographiquement et culturellement. Et donc on va pas dire qu'ils n'ont pas de relation avec leurs voisins, mais ils n'ont pas non plus des très bonnes relations avec leurs voisins. Donc voilà, pour répondre très très vite, c'est aussi une raison pour laquelle ils bénéficient d'un statut spécial aux îles Salomon, qui est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on leur permet de continuer à pérenniser leur mode de vie et leur culture, donc c'est plutôt pas mal. Après, quand on parle d'isolement, il faut aussi se méfier, parce qu'on parle souvent des îles isolées dans le Pacifique, et en fait c'est pas vrai, en fait c'est un mythe. Toutes ces îles, qu'elles soient mélanésiennes et polynésiennes, ont passé leur vie, des millénaires entiers, à avoir des échanges de commerce entre elles, y compris à 5-6 000 km les unes des autres, en se baladant, etc. Ce commerce et ces échanges ne se sont arrêtés que lorsque nous avons débarqué et que nous les avons colonisés. Et dès lors, il y avait la Polynésie française, les parties anglaises, les parties, etc., etc. Et là, les échanges ont stoppé. Mais pendant des millénaires, toutes ces îles du Pacifique n'ont cessé d'avoir des échanges et on trouve des artefacts spécifiques ou endémiques de certaines îles, que parfois à des milliers de kilomètres, que ce soit des coquillages ou d'autres, qui prouvent qu'il y avait des actions de commerce, d'échange et de relations entre toutes ces îles. Pour l'histoire, en fait, ils ont écrit au président de la France. La lettre a mis 3 mois à m'arriver et je l'ai envoyée au président. Et en fait, ils espéraient avoir une entrevue avec le président de la France. Et donc, ils n'ont pas de réponse. Mais par contre, ils ont rencontré un représentant du ministère de la Transition écologique hier au musée du Quai Branly, qui leur a redonné rendez-vous à une rencontre et un colloque qui doit avoir lieu sur les peuples premiers en 2019, donc à revoir. Il est peut-être possible que demain on rencontre le ministre des Affaires étrangères à Rennes, qui vient pour la clôture d'un festival, le festival Politikos, et qu'il puisse le rencontrer avant l'avant-première qui se déroule à Rennes. Ils ont également rencontré le président de la région de Bretagne lors d'un petit déjeuner pour échanger justement sur les enjeux éventuellement communs, puisque finalement on a relativement les mêmes. Le message principal étant si nous on peut vous inspirer avec notre mode de vie,
eh bien aidez-nous à le conserver. Donc c'est un échange. Nous on vous inspire, aidez-nous à le conserver. Voilà. Et il me semble que c'est à la fois un message qui est entendu et il y a, je pense en gestation, un projet de long terme en Bretagne qui mérite d'être suivi et qui est intéressant. Nous avons ensuite passé la journée avec les représentants de la Bretagne romantique, qui est le territoire dans lequel je vis et avec qui collabore avec moi à la fois sur ce film et sur plein de choses depuis des années. Et ça a été une journée relativement fructueuse sur plein de sujets, notamment sur la continuité de relations à lier avec l'île de Tikopia. Dans les municipalités où on a eu des avant-premières, on a été aussi reçus à Nantes, à Grenoble, à Strasbourg dans quelques jours, et avec parfois des résultats surprenants, puisque la ville de Nantes s'est élue de la pénurie d'eau potable, et il se trouve qu'ils ont un ingénieur à Nantes qui a mis au point un système qui potabilise toutes les eaux de surface sans énergie, avec des pompes à main, et chacune des pompes permet de fournir de l'eau potable pour 1000 personnes par jour, et la ville de Nantes a décidé d'en offrir 2 à Tikopia. C'était une grosse surprise. Donc voilà, et puis surtout beaucoup de promesses, enfin de promesses, en tout cas de rendez-vous pris pour l'avenir, avec aussi des organisations internationales comme la Terre-Mer ou Tchèque-Doukoua, ou justement la rencontre avec le représentant du ministère sur ce colloque. Donc oui, et ça faisait partie pour moi de l'engagement que j'avais aussi avec eux. C'est une des raisons de la venue de Tinamo d'ailleurs. À la fois le film en était l'opportunité, mais en toute logique, vous avez sans doute lu dans la presse ou ailleurs que normalement il n'a pas le droit de quitter son île. Il en est le protecteur spirituel. Et que en fait c'est lors d'une discussion la dernière fois que j'y suis allé en 2016, où en fait le constat c'était bah ouais, mais moi je veux bien protéger mon île, mais aujourd'hui les enjeux auxquels je suis confronté, l'évangile vient de l'extérieur, donc moi à l'intérieur je peux pas faire grand chose. Et en souriant je lui dis bah écoute, viens en France, on va organiser quelque chose. Il me dit ouais je peux pas, et puis on s'est quitté en disant bon, on va essayer, on va voir ce qu'on peut faire. Et donc c'était mon engagement, c'était son engagement, c'est devenu concret, et je m'en réjouis en fait. Oui, une question pour le réalisateur. Comment vous en êtes venu à faire ce choix de film? Pourquoi cette île plus qu'une autre, en fait, puisqu'il y a beaucoup de problèmes dans d'autres îles de ce genre? Comment vous avez fait ce choix et pourquoi? Alors, d'une part, depuis, on va dire, une dizaine d'années ou une douzaine d'années maintenant, c'est ce qui m'intéresse, en fait, moi, c'est de vivre longtemps avec... de partager la vie, des modes de vie que je trouve intéressants et inspirants. Et puis surtout d'essayer de s'inspirer justement dans nos sociétés à nous, de modes de pensée et de modes de relations que nous on a oubliés, avec encore une fois nos milieux de vie, nos territoires, une manière d'être... Je suis fasciné par les gens qui sont restés ancrés en fait, nos modes de vie à nous, je trouve qu'on va dans une impasse et qu'on a besoin de nouveaux mythes fondateurs, qu'on a besoin de nouvelles histoires, sauf comme on les a anéantis les autres, on n'en a pas d'autres sous la main, à part peut-être celles de certaines sociétés traditionnelles qui ont conservé des choses intéressantes. Et donc c'est une forme de quête, je dirais, presque assez égoïste en fait, puisque ce métier de réalisateur me donne la légitimité de passer du temps avec ces gens-là. Donc j'ai passé 5 ans dans le Grand Nord avec les éleveurs de rennes dans le précédent film, et puis 6 ans là. Et c'est du coup pendant une tempête de neige sur le tournage de mon précédent film, où je suis resté coincé dans une cabane en fait pendant des jours. J'avais amené avec moi un livre qui parlait de l'île de Pâques et de l'île de Tikopia, et qui comparait ces 2 îles et les choix de civilisation faits sur l'une et sur l'autre. Et les choix de civilisation faits sur l'île de Pâques avaient condamné à terme son existence, et les choix de civilisation faits à Tikopia faisaient qu'elle existait encore toujours en tant que modèle de civilisation. Et ce qui, du coup, ça m'a un petit peu fasciné. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'aller à Tikopia. Donc quand je suis revenu de cette tempête et de cette transhumance, j'en ai parlé à mon coproducteur suédois. On était dans un sauna et on est sorti tout nu avec une bière à -30 et on s'est dit ouais, check, on va à Tikopia. Et 2 ans après, on était à Tikopia. Voilà.
pour l'histoire, si vous voulez tout savoir. Et ce qui m'intéresse à Tikopia, ce que je trouve très inspirant, c'est ce modèle de civilisation qui prend en compte en préalable et qui considère en préalable son milieu de vie comme un partenaire vivant. Et je me suis dit là, il y a peut-être quelque chose de facile pour décaler notre regard. Et je trouve cette image assez simple. C'est-à-dire que leur territoire ne leur appartient pas. Ils ont un droit d'usage. Et tout d'un coup, le droit d'usage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, s'ils exercent des droits sur ce territoire, il ne leur appartient pas, donc ils ont aussi des devoirs vis-à-vis de ce milieu de vie. Le devoir, justement, de le maintenir intact pour qu'il puisse servir à d'autres, que ce soit dans le présent ou dans le futur, et de pouvoir le transmettre. Et du coup, ce milieu de vie, c'est la même chose. Vu qu'ils s'installent dessus et qu'ils le considèrent parmi et au milieu, ils estiment que ce milieu de vie a également des devoirs vis-à-vis d'eux, mais également des droits. Et donc, du coup, ils sont dans une espèce d'équilibre de droits et de devoirs réciproques. Et rien que cette manière de penser-là, je la trouve inspirante, même pour nous, puisque nous, notre modèle référence, c'est la propriété privée. Qu'on soit une personne, qu'on soit une collectivité, qu'on soit une entreprise, on a un réflexe de propriété privée, et la chose privée qui nous appartient, on a des droits dessus. On a des droits, mais par contre, on ne pense pas forcément aux devoirs qu'on a dessus. Et surtout, la chose qui nous appartient, elle a des devoirs vis-à-vis de nous, c'est-à-dire qu'elle doit faire ce qu'on attend d'elle, mais elle n'a aucun droit. Donc rien que ce décalage de regard du droit d'usage, du milieu de vie sur lequel on habite, je trouve que ça peut déjà nous inspirer. Et donc après, je multiplierai tout, il y en a d'autres exemples. Je trouve que cette espèce d'héritage aussi, cette charge qu'on hérite comme un devoir de transmettre aux générations futures un milieu de vie intact, je trouve ça aussi assez intéressant. Voilà, donc du coup, ce petit modèle de civilisation là, qui a les mêmes problématiques que la planète entière sur un petit territoire, ça a suscité suffisamment d'intérêt pour que j'y passe ces 6 dernières années. Et puis, alors quelquefois on me dit ah ouais, mais ça marche parce que c'est petit. C'est une petite île, nous on est une grande planète. Et des fois j'ai aussi envie de me dire, mais est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est une solution, le fait que ce soit petit? Voilà. En fait, je voulais dire que j'étais très très honoré de me trouver ce soir face à un roi et à des chefs de tribune. Mais en même temps, j'aimerais bien qu'il nous dise en quelques mots qu'est-ce qu'il a vraiment décidé à quitter son île, qu'est-ce qui a été déterminant, peut-être en un mot ou en une phrase. Ce qui lui a permis de prendre cette décision de quitter son île, alors qu'après lui, il n'en avait pas le droit. Merci. Pour commencer par la fin, donc en fait, pour anticiper éventuellement la prochaine question, ils sont 4 chefs sur l'île, mais c'est comme s'ils étaient 4, et donc en son absence, il est sûr qu'il est bien géré par ces 3 partenaires. Ensuite, la raison, il est exact, donc en toute logique, traditionnellement, en tant que le plus haut représentant, donc protecteur de cette île, il n'a pas le droit de la quitter. Même pour aller à Honiara, c'est pas très habituel. Honiara est la capitale de l'île Salomon. Mais ces derniers temps, les choses changent et donc il faut aussi évoluer par rapport à ça. Donc l'une des raisons pour lesquelles ils sont venus, c'est pour renforcer le message qu'ils proposent avec le film qui est là, et également pour pouvoir aussi témoigner de ce qu'ils ont vu ou de leur expérience ou de nouvelles idées ou de leurs rencontres lorsqu'ils vont revenir sur l'île, et quels meilleurs représentants peuvent-ils y avoir que moi, puisque je suis le plus haut représentant de l'île, pour faire ça et pour qu'ils me croient, parce que quand je dis quelque chose, eh bien on me croit, puisque je dois dire la vérité.
Donc c'est aussi un échange dans les deux sens, c'est-à-dire qu'en fait, il est à la fois porteur d'un message vis-à-vis de la France et du public de dire « Regardez comment on vit, on s'appelle Ticopia, nous on existe, si vous nous cherchez sur un globe, vous ne nous trouverez pas, mais on existe et on a ce mode de vie ». Et à l'inverse, prendre aussi, voir et tirer des exemples en France d'idées, de témoignages ou des rencontres qu'on a faites et de pouvoir en témoigner et rapporter cette expérience-là sur l'île. Donc c'est toujours un échange dans les deux sens. Je rajoutais une petite précision, on n'en a pas parlé ce soir, mais à Ticopia et dans beaucoup de sociétés traditionnelles, on ne se rend pas compte à quel point l'agrément qui a été signé à Paris représente pour eux le seul espoir, le seul outil juridique sur lequel ils peuvent s'appuyer au niveau international pour revendiquer l'existence de leur mode de vie aujourd'hui en relation avec leur milieu de vie. Nous, on se contente de regarder l'actualité, de voir que cet agrément est battu en brèche, etc., enfin voilà, tout ce qui se passe dans notre actualité. Presque on se dit il est foutu, etc. Mais on ne se rend pas compte à quel point, alors quand je parle de société traditionnelle aussi, je crois qu'on ne se rend pas compte que ça représente géographiquement plus de la moitié du globe. Si vous regardez où vivent des modes de vie encore traditionnels en harmonie ou en tout cas en collaboration avec leur milieu de vie, c'est plus de la moitié du globe. C'est pas la moitié de la population, loin de là, mais c'est plus la moitié du globe. Et toute cette population-là, le seul outil international, et on ne se rend pas compte de l'espoir qu'a représenté ou que représente cet agrément. Et donc et à quel point il est primordial, malgré le pessimisme qu'on pourrait avoir aujourd'hui, de le valoriser, de le maintenir et de continuer à le promouvoir, à y croire et à travailler autour, ne serait-ce que pour rendre service à plus de la moitié géographiquement du globe, qui font de grands espoirs dessus. Voilà. Alors ce ne sont pas des accords contraignants encore, mais pour terminer, je dirais aussi que de l'expérience que j'ai vue, je trouve très intéressant de voir que toutes ces sociétés aussi qui gardent ce mode de vie, de plus en plus utilisent nos outils et nos outils juridiques pour faire reconnaître leur mode de vie, pour faire reconnaître les droits de leur territoire, pour faire reconnaître des droits moraux sur une rivière ou sur une montagne. Et je trouve qu'ils sont très très fins parce que du coup ils s'approprient en fait nos outils pour pouvoir faire reconnaître et faire valoir leur mode de vie. Je trouve que c'est relativement intéressant pour nous inspirer encore. Voilà. On va arrêter là. Takatu ia whanau si e si se o papala i mai si se whaton si. Tata toka no e raka whairua.